Dans une disruption, il y a 4 questions qu'il faut absolument se poser. Quelle rareté actuelle va s'amplifier avec l'IA? Quelles nouvelles raretés vont apparaître grâce à cette disruption? La troisième question à se poser, c'est quel business hier qui n'était pas forcément viable vont pouvoir le devenir? Alors juste avant de commencer le podcast, si vous voulez être la personne la mieux informée de la pièce en business et tech, on a une newsletter totalement gratuite qui vous envoie en 3 minutes par jour les 5 actus que vous devez absolument connaître pour avoir un coup d'avance et prendre les meilleures décisions. C'est moi personnellement qui la rédige tous les jours. Il y a plus de 10 000 entrepreneurs, CEO, cadres sup et futurs décideurs qui la lisent tous les jours. Voilà, vous allez adorer, c'est gratuit encore une fois, c'est le premier lien dans la description. Sujet du jour, on va parler de l'IA. On va parler d'à quel point l'IA est une vraie disruption et surtout, on va parler derrière du futur des médias à l'ère du contenu gratuit, quasiment illimité, avec presque plus aucune barrière et certaines fois en plus personnalisé. Autant dire que tous les plus grands médias du monde commencent à bien flipper. Je lisais encore hier que Business Insider venait de virer tout un tas de personnes et qu'ils allaient justement renforcer pas mal de leur business unit, notamment communautaire. Donc, il se passe des trucs. Tous les deux, on côtoie pas mal de publishers aussi. Ils flippent. Moi, je côtoie aussi pas mal de personnes des publishers qui en plus ne se reposent que sur le trafic Google. Je peux t'assurer qu'ils font pas les fiers. Et assez récemment, je suis tombé sur un article de blog écrit par Doug Shapiro, que je vous invite à aller voir, que je vais mettre en commentaire. C'est un article super intéressant. Et je te propose de parler de cet article. Je te propose de te partager les quelques points de réflexion que lui partage, de te partager par la suite les points de réflexion, les miens cette fois-ci, qui me sont venus à l'esprit après avoir lu l'article. Et après, on brainstormer à la fois sur l'industrie des médias et surtout sur le nôtre, Doing Big Shit, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'enseignements. On a réussi à cocher certaines cases, pour être très honnête, donc plutôt content. Disons j'ai l'impression qu'on va dans la bonne direction au regard de ce que préconise Doug Shapiro et de mes réflexions derrière. Mais on peut aller plus loin. Bref, ça va être un sujet, un épisode qui va être super intéressant pour toutes les personnes qui se posent la question de mais en fait, où est-ce que l'on va? À quoi est-ce qu'on va réellement ressembler? Donc, c'est parti. Déjà, il commence par dire, le bonhomme, que il faut comprendre de quoi on parle. Là, on parle d'une disruption potentielle. L'IA serait une disruption potentielle. Donc, il commence par dire, dans une disruption, il y a 4 questions qu'il faut absolument se poser. La première question, c'est à quel point la disruption en question, en l'occurrence l'IA ici, va pouvoir progresser, level up en termes de qualité. Parce qu'on peut avoir une disruption par le bas, si tu veux, qui se développe au fur et à mesure, qui s'améliore de jour en jour, ou alors qui finalement met plusieurs années. Donc, première question, à quel point la disruption de l'IA, qu'amène l'IA, va vraiment pouvoir level up en termes de qualité. Ensuite, à quel point c'est facile pour les clients des acteurs actuels, des acteurs présents, de switcher, de partir chez une nouvelle solution. Autrement dit, à quel niveau est le switching cost? Est-ce que c'est vraiment compliqué de changer de solution? Exemple tout bête, pour les médias, il y a aujourd'hui 0 switching cost. Littéralement, on pourra en reparler si tu veux, mais rien qu'aujourd'hui d'ailleurs, on lit tous plusieurs médias, plusieurs newsletters. Très certainement, vous, si vous nous écoutez, vous devez écouter plusieurs podcasts aussi. Là où, par exemple, sur un marché type les CRM, putain, c'est quand même beaucoup plus galère de switcher tous les 2 jours de CRM. Donc, le deuxième point, c'est à quel point c'est facile pour les clients des acteurs actuels de partir chez une nouvelle solution, en l'occurrence, celle qu'amène la fameuse disruption. La troisième question qu'il faut se poser face à une disruption, c'est à quel point le nouvel entrant redéfinit la notion de qualité vis-à-vis du consommateur. Ça, c'est extrêmement important parce que, par exemple, une disruption avec Internet, par exemple, ce qu'a pu amener Airbnb, Airbnb n'a pas vraiment redéfini la notion de qualité dans l'hébergement. Il a ouvert initialement, bon, ça a pas mal évolué, mais il a ouvert un nouveau marché qui était jusqu'alors un peu inexistant, qui est le fait de dire, OK, on va pouvoir louer une chambre chez quelqu'un d'autre, mais on va pas avoir de service personnalisé, on va pas avoir forcément de petit-déj, on va pas avoir tout ça. Et donc,
il ne redéfinit pas la notion de qualité actuelle, mais il amène plutôt quelque chose de nouveau. Et le troisième point, qui est, selon moi, l'un des plus importants, c'est à quel point les acteurs présents peuvent parer ou tuer la menace. Bon, on a pu le voir avec Uber, on a pu le voir avec Airbnb, on a pu le voir là, avec l'IA, on voit bien que c'est extrêmement compliqué, mais c'est une des questions qu'il faut se poser. Ok. Sur ces 4 points, pour l'instant, moi, je retiens surtout 3, pour être très honnête. Si on relie ces 4 points de OK, est-ce qu'une disruption va vraiment tout détruire? On s'est posé les 4 questions. Maintenant, je trouve qu'il y a 3 inconnus vis-à-vis des médias. Si on regarde les médias, l'IA, et qu'on réfléchit à ces 4 points, pour moi, il y a 3 inconnus. La première inconnue, c'est on ne sait pas à quel point l'IA, aujourd'hui, va être capable de créer du contenu, tout format confondu, vraiment qualitatif. Le format écrit commence à être redoutable, mais on va pas forcément parler de tous les types de formats écrits. Le format écrit type narrer une histoire, type storytelling, il est très bon, mais est-ce que le format écrit drama, il est tout aussi bon? Est-ce que le format écrit dans de l'idéation pure, est-ce qu'il est vraiment très bon? Je ne sais pas. Bon, après, le format vidéo, on en est encore à ses tout débuts, même si Google a sorti VO3 très récemment et que c'est quand même assez incroyable. Le format audio, avec Notebook LLM, je crois, c'est quand même assez redoutable. Je ne sais pas si tu l'as vu, mais ils arrivent à produire du podcast drôlement qualitatif. Ouais. Donc voilà, la première question, c'est à quel point est-ce que l'IA va être capable de créer du contenu sous format vraiment qualitatif? La deuxième inconnue, c'est on ne sait pas vraiment à quel point les consommateurs vont réussir à switcher totalement de provider. Je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas vraiment de switching cost, de coût enfin, il y a pas le fait de regarder plusieurs médias. Enfin, comment dire, le consommateur, le lecteur ne va pas devoir payer un grand tribut pour lire un autre média. Cependant, la question que je me pose, c'est à quel point, eh bien, le consommateur, le lecteur, va être prêt vraiment à passer de médias humains à médias 100% IA. À quel point est-ce que, et aussi sur quel format, à quel point est-ce qu'on va être prêt demain à écouter que des podcasts IA? À quel point est-ce que demain on va être prêt à lire que des newsletters IA? À quel point demain on va être prêt à regarder que des vidéos IA? J'ai déjà quelques éléments de réponse dessus, on pourra revenir juste après. Et la troisième inconnue concernant les médias, c'est on ne sait pas à quel point les acteurs présents vont être capables de faire face à la menace. Et en fait, la menace, elle vient de 2 fronts différents. Le premier front, bon, bah, c'est très simple. Aujourd'hui, n'importe qui peut créer du contenu avec l'IA. Donc finalement, ça a totalement abaissé les barrières à l'entrée. Donc n'importe qui peut se lancer et créer son propre média. C'est d'ailleurs ce que l'on fait. Donc il y a la menace de d'autres humains qui utilisent l'IA, mais il y a aussi la menace de l'IA en elle-même. C'est-à-dire à quel point est-ce que finalement, demain, on ne va pas juste kill tous les intermédiaires humains pour juste dialoguer avec l'humain pour nous fournir du média. Et quel que soit le format d'ailleurs. Donc voilà, c'est la troisième inconnue. À quel point est-ce que les acteurs présents vont réussir à parer la menace? Je te propose qu'on s'arrête là déjà, avant de développer. Quel est ton ressenti et quels sont les éléments de réponse que tu peux apporter sur ces 3 premières questions, les 3 premières inconnues? Alors, je vais prendre par la fin, parce que mon bête, c'était de dire les acteurs en place peuvent pas vraiment lutter contre. Ils peuvent s'y adapter et transformer leur modèle. Ça, c'est possible. On l'a vu avec non pas dans les médias, mais avec les boîtes de EdTech, Duolingo, qui a commencé à virer des gens et en disant on va remplacer par des rédacteurs. Et je ne sais pas si tu as vu, Open Classroom en France vient de virer, je crois, 1600 personnes. Et je suppose, même si ce n'était pas expliqué comme ça, que ça a vaguement quelque chose à voir avec l'IA. Donc. Question juste parenthèse sur ça, pour que ce soit bien clair, est-ce que tu penses que c'est vaguement lié à l'IA ou est-ce que tu penses qu'en fait l'IA a bon dos et que c'est la situation économique qui n'est pas terrible qui motive les personnes à dire en fait on vire, mais en fait c'est la faute de l'IA? En fait, je pense qu'en effet, ce qui s'est passé sur les marchés, c'est qu'il y a eu une croissance pendant le Covid et post-Covid de toutes les boîtes tech, si tu veux, enfin tech au sens méga large du terme.
et que à partir de, on le sait, de 2022, fin 22, début 23, ça a complètement bloqué, qu'on est dans une situation compliquée. Donc, tu as une forme, on va dire, de décroissance. Et tu l'as vu sur tous les marchés. Nous, on l'a vu en IMO, hors tech, quoi que ce soit. Enfin, voilà. Et donc là, on arrive dans des situations qui peuvent être un peu compliquées. Et donc, en effet, l'IA a bon dos parce qu'ils se servent de ça pour pouvoir enlever des gens. En même temps, ces baisses d'effectifs sont rendues possibles parce que l'IA fait certaines tâches. De plus en plus. Donc, en fait, oui et non. C'est-à-dire qu'ils ont utilisé cette opportunité de nouvelles technologies pour résoudre un problème qu'ils auraient eu dans tous les cas. Ok, très clair. Je pense, si tu veux le fond de ma pensée, si jamais on avait été dans une période de type 2021 maintenant, ce qui se serait passé, c'est qu'ils auraient gardé les 1600 personnes, ils auraient rajouté l'IA, ils auraient essayé de faire 15 fois plus. Tu vois ce que je veux dire? Ils auraient essayé de continuer à chercher de la croissance. Je pense que là, ils se disent, on peut continuer à faire de la croissance avec des gens en moins, let's go. Ok. Excuse-moi, on n'a pas encore dit pour les allergies. Donc, ça, c'est le premier sujet. Et donc, je pense que les boîtes traditionnelles vont avoir très peu de moyens de lutter contre ça. Pareil, tu disais ça, pareil, je ne vois pas comment ça peut arriver, dans le sens où, aujourd'hui, on est sur cette thématique-là, on est dans un véritable fourmillement, si tu veux, d'idées et de création, d'autant plus d'idées de création ultra rapides. C'est-à-dire des mecs, et on en parle souvent dans le podcast, qui testent des trucs genre développés en 1 semaine, en 3 jours, en 10 jours. Et des fois, c'est pas que de l'IA, mais si tu veux, pour moi, sur les médias, ce problème, il existait avant l'IA. C'est-à-dire qu'il existait depuis que tout le monde, avec un iPhone, un compte de réseaux sociaux et ainsi de suite, et un peu de créativité, réussit à lancer, entre guillemets, un concurrent aux médias. Alors, évidemment, c'est pas un concurrent aux médias, c'est parce que tu es un influenceur que tu es concurrent de Le Monde, mais des gens comme Hugo Décrypte se sont lancés avec quasiment rien il y a quelques années et ont réussi à devenir aussi influents que certains médias. Et donc, qu'on le veuille ou non, ils grappillent du temps de cerveau disponible, ils grappillent de l'audience. Moi, je connais des gens qui ne regardent plus que Hugo Décrypte et qui ne regardent plus des médias tradis, tu vois. Donc, les médias sont déjà en train de se faire grignoter. Et là, on vient de dire littéralement à tout le monde, on abaisse la barrière à l'entrée encore de niveau. Donc la barrière, elle devient assez facile à passer parce que tu n'as même pas besoin de savoir rédiger, il y a une IA qui peut le faire pour toi. Là où les mecs étaient déjà bons, bah, vous allez pouvoir produire 15 fois plus, et ainsi de suite. J'en veux pour preuve que pour la première fois, un film grand budget qui va sortir là, qui s'appelle 28 ans plus tard, et qui est en gros un film de zombies grand public, a été tourné entièrement à l'iPhone. Alors tu vas me dire, c'est pas tout à fait la même chose, mais ce que je veux dire par là, c'est que dans tous les cas, maintenant, avec l'iPhone, tu as de quoi faire des médias de la même qualité que Hollywood directement dans ta poche. Ce qui est quand même tout ça, plus l'IA, pour moi, fait une vague et les médias ne pourront pas la parer parce qu'elle vient de partout. C'est pas comme à l'époque où il y avait quelques plateformes de réseaux sociaux et déjà, ils n'ont pas réussi à les parer, mais admettons, il y avait quelques acteurs identifiés et tu pouvais essayer de jouer avec la loi, tu pouvais essayer de jouer avec, tu vois, là, ça vient de partout. Donc moi, je pense pas que les gens puissent, que les plateformes puissent parer. Donc, et je trouve que c'est là que tu as vachement raison, c'est que ça va le problème, si tu ne peux pas le parer, on va dire, légalement, en rachetant, en bloquant les innovations, j'en sais rien, en faisant ce genre de truc, ça veut dire que tu vas devoir te battre sur la qualité. Et en fait, paradoxalement, on va rentrer sur un game, à mon avis, d'ultra qualité. Tu ne peux pas te battre même si tu prends des gens, tu ne te battras pas sur le volume. C'est impossible. Le monde, admettons que le monde n'utilise pas d'IA du tout, ne produira pas autant que des mecs sous IA qui jouent à un jeu de volume. On a vu la même chose il y a quelques années sur les chaînes, on avait parlé sur les chaînes YouTube qui faisaient que produire du contenu un peu garbage, mais qui finissaient par avoir des chiffres monstrueux parce qu'ils postaient, je sais plus les chiffres, mais 150 vidéos par mois. Tu vois. Je pense qu'on aura la même chose sur l'ensemble des médias, qu'ils soient vidéo, qu'ils soient audio, et surtout dans un premier temps qu'ils soient écrits. Je pense que l'écrit est le premier truc qui est déjà en train de souffrir d'après moi. Donc, la question, c'est comment tu produis du contenu
d'une ultra qualité qui fait que l'IA ne peut pas rivaliser. Ça, Tu c'est sais, enfin, pardon, je te Ouais. laisse finir sur ça, mais je sais même pas si le combat il est vraiment là parce que. Est-ce que vraiment tu peux. Là, la problématique de l'IA, c'est que c'est pas juste une question de volume, c'est une question de volume et de qualité. Là, Alors, l'IA. Ouais. c'était mon point suivant, c'est-à-dire que dans mon raisonnement, c'est de dire donc on lutte sur le volume par de l'ultra qualité. Le seul problème, c'est que plus on avance, plus ChatGPT il est qualitatif. Enfin, je prends ChatGPT parce que c'est celui que j'utilise, mais Mistral. plus les LLM. Plus Pardon? Mistral est qualitatif. Plus Mistral est qualitatif. Je teste en ce moment, mais je dois reconnaître, c'est une micro-parenthèse dans la parenthèse, et peut-être que ça intéressera les auditeurs, c'est de se dire, je me rends compte d'un truc, c'est qu'au départ, j'utilisais plein de LLM différents pour tester, faire des trucs, hein, et que plus je l'utilise sérieusement, plus je finis par en utiliser un seul. En fait, plus il y a une... Et naturellement, hein, il n'y a pas de réflexion derrière ça, je finis par utiliser... parce que ChatGPT a toutes les infos, parce que quand je lui parle d'un truc, il se souvient de... Enfin, tout ce dont on a déjà discuté, mais... Et ce sera un truc pour un autre épisode, mais c'est comment va évoluer le marché des LLM, et je sais pas, mais je pense qu'il risque d'y avoir une forte concentration. Déjà que c'est un marché qui est un peu concentré, il n'y en a pas 10 000 non plus. J'ai peur d'une concentration. Mais enfin bon, c'est un autre sujet. Tout ça pour dire que plus on avance, plus le truc est qualitatif. Et en plus, t'es pas obligé de faire du full IA non plus. C'est-à-dire que tu peux faire du full IA, retoucher 2-3 trucs par humain si nécessaire, machin. Et tu vois, tu as cette espèce de symbiose qui fait que dans tous les cas, un média majoritairement rédigé par IA sera dans tous les cas bien plus efficace qu'un média traditionnel, et aussi qualitatif à minima. Peut-être que ce qui va rester, c'est tout ce qui est investigation et tout ça. C'est-à-dire que l'IA, elle aura du mal dans un premier temps à aller faire un reportage tu vois, sur le terrain. Ça, on va y venir après, si tu veux, sur Ouais. les pistes de réflexion, sur ce qui va rester, ce qui va pas rester. Là, si on reste juste sur les inconnus, sur les 3 inconnus, en l'occurrence, tu as pu parler de la troisième, c'est-à-dire à quel point les acteurs présents vont être capables de faire face à la menace. La réponse, c'est bah, ils ne vont pas vraiment y faire face d'un point de vue contenu, volume ou qualité. Ouais. La seconde, c'est on ne sait pas à quel point les consommateurs vont switcher totalement de provider. Bah, on le voit quand même que de plus en plus, on arrive à switcher. J'avais vu une data comme quoi 60% aujourd'hui du contenu Internet était produit par l'IA. Ça me paraissait encore peu, pardon. Je pensais que c'était plus que ça. Mais si 60% du contenu Internet est produit par l'IA, c'est-à-dire que ce contenu-là est consommé. Et donc finalement, le switch a déjà été fait, donc la question ne se pose pas. L'être humain, alors peut-être pas sur tous les formats, bien entendu, mais l'être humain est déjà en train de switcher de je consomme du contenu humain versus je consomme du contenu IA. Et d'ailleurs, des gros podcasters, je pense notamment à Steven Bartlett, le fondateur de Diary of a CEO, l'un des plus gros podcasts au monde, vient de créer une nouvelle chaîne de podcast qui s'appelle 100 CEO, et c'est que de l'IA. En gros, c'est que des vidéos où ils expliquent le parcours de grands chefs d'entreprise. Il a commencé par faire Elon Musk et il a fait Steve Jobs. Et toutes les animations sont faites par IA. Tout le script est fait par IA. Et même sa voix, en fait, il a tout simplement, enfin, c'est une voix, il a pris sa voix et après, il a demandé à l'IA juste de prendre sa voix et de lire le texte. Donc, il a juste dû l'enregistrer une seule fois à partir de tout ce qu'il avait donné de base sur ses anciens podcasts. Et donc, c'est une chaîne qui est 100% IA. Avec le branding, par contre, et la voix d'une personne connue. Donc finalement, la seconde inconnue, elle a plus ou moins déjà été répondue. Sur le format écrit, j'en suis presque sûr. Peut-être pas sur tous les types de formats écrits, mais voilà, sur le format vidéo, ça arrive. Sur le format podcast, c'est quand même en train d'arriver. Et la troisième inconnue, qui était en fait la première, et en fait, on y a déjà répondu, c'était on ne sait pas à quel point l'IA va vraiment être capable de créer du contenu qualitatif et va vraiment être capable de level up en termes de qualité. Je sais pas, à un moment, au début de l'IA, on disait que, enfin au début de l'IA, pardon, à la sortie de ChatGPT, Ouais. plutôt, on disait que ça marchait par plateau. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait un énorme progrès. Et puis en fait, au bout d'un moment, on était quand même frustré parce qu'on se rendait compte que l'IA était peut-être pas capable de comprendre un contexte global. D'ailleurs, c'est le gros problème aujourd'hui en code, notamment avec le vibe coding. Tous les techs qui se sont vraiment essayés au vibe coding se rendent compte qu'en fait, l'IA ne comprend pas un contexte global. Le vibe coding étant le fait de déléguer à 100% la construction d'une app via IA. Et après, c'est extrêmement compliqué parce qu'il faut revenir sur chaque bout de code
Et les techs savent à quel point c'est complexe et c'est chiant d'avoir un code qu'on ne maîtrise pas. Généralement, on a même tendance à tout réécrire de soi-même. Donc, on assiste quand même à des plateaux. La question, c'est est-ce qu'on va, au bout d'un moment, avoir un vrai plateau ou là, non, c'est déjà la fin. C'est une croissance exponentielle qui va être sans fin en termes d'amélioration de la qualité. En fait, le truc, c'est que peut-être que ça marche par plateau. Ça, c'est possible et jusqu'à 2022, ça marchait vraiment comme ça. Tu peux voir, si tu vas sur Internet, tu tapes, ou que nos auditeurs tapent hiver de l'IA, ils verront les plateaux un peu longs qu'il y a eu par le passé. C'est-à-dire qu'en gros, dans les années 50, on n'avait pas de compute, mais dès les années 50, l'idée, c'était de reproduire le cerveau humain. Donc, si tu veux, tu avais une idée déjà d'intelligence artificielle que les gens ont appelé et ont théorisé intelligence artificielle. Et qui n'est ni plus ni moins que des choses qui ressemblent à ce qu'on fait aujourd'hui. Et en fait, si tu veux, ça a progressé pendant 3 ans, plateau, rien pendant 10 ans, plateau, rien pendant 10 ans. Et en fait, tu t'es retrouvé vers 2020 avec, on va dire, 3-4 grandes phases d'amélioration. Tu pouvais faire un peu de prédictif, tu pouvais faire un peu de modèle LLM, un peu de chatbot, de machin, mais rien d'extraordinaire. Et en fait, le plateau qui est arrivé en 2022, qui a été passé, lui, était assez extraordinaire, puisque on avait une technologie qui était utilisable par tous. Ce qui déjà avant n'était pas le cas, parce que c'était des technologies qui étaient chères et utilisables que dans certains cas de figure. Alors elles étaient utiles dans ces cas de figure, mais peu, comment dire, répandues. Là, ce qui s'est passé, c'est que non seulement on a une technologie qui est utilisable par tout le monde, donc tu peux récupérer des données pour l'entraîner, pour l'améliorer, pour faire mieux avec des loops beaucoup plus courtes. Donc tes paliers théoriquement vont être beaucoup plus rapprochés. Et en plus, tout le monde s'est excité sur la technologie, donc tu te retrouves avec des milliards et des milliards et des milliards investis pour faire améliorer le truc. Donc forcément, actuellement, tu es dans une phase où, même si ça fonctionnait par plateau, les plateaux sont tellement rapprochés les uns des autres, si tu veux, que ça te donne un exemple, Ouais, ok. tu vois, une sorte de courbe qui ressemble à une exponentielle. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'à un moment, on va taper un plateau dur? Ça, c'est possible. Hein. C'est possible qu'à un moment, ça ralentisse et que pendant 6 mois, 8 mois, 1 an, on ait moins d'amélioration. Mais ça ne changera pas le fond de l'histoire. C'est juste que on pense que ce sera dans 3 ans ou dans 5 ans que tu auras une forme d'AGI ou une forme de truc tellement avancé que ça résoudra toutes nos problématiques. Si ça se trouve, c'est pas 5, c'est 8, mais je pense qu'on est sur cette route. Maintenant, c'est une question de temps, une question de moyens alloués, une question de gens intelligents qui vont dans le domaine et qui produisent des trucs. Mais en fait, les médias sont pas assez loin, d'après moi. Enfin, autant il y a des trucs qui sont vraiment compliqués, tu vois, reproduire des raisonnements complets et ainsi de suite. Autant le média pur jus, je pense pas qu'il ait assez d'avance pour résister très longtemps à l'IA. C'est ça mon point, si tu veux. C'est de dire, on voit les médias comme des grandes maisons de notre monde, tu vois, des icônes un peu. Et c'est vrai, mais la complexité de production, je mets de côté le fait d'envoyer des reporters de guerre sur une zone et tout ça, enfin des trucs plus compliqués, mais quand c'est des articles, tu vois, de réflexion sur des sujets où toute la data est disponible sur Internet ou ailleurs, je vois pas bien l'avance qu'ils auront. Et je pense que à chaque mise à jour de ChatGPT, ils perdent du terrain. Ouais, 100%. Et Je pense que ouais. si tu me dis que 60%, parce que tu dis que c'est pas énorme, mais si tu me dis que 60% du contenu Internet est produit par IA, ce dont je n'étais pas au courant, ça veut dire que, faisons la courte, une chose sur deux que tu lis a été produit par une IA. La data, pour les personnes qui nous écoutent, vient de Neil Patel. Voilà, allez voir, il a l'une des plus grosses agences en termes de création de contenu sur Google. Il a aussi plusieurs SaaS et il partage très régulièrement tout un tas de data sur Twitter et sur son site. Et donc, ça veut dire qu'un contenu sur deux auquel tu es exposé, c'est-à-dire toute ta journée, quoi,
et en fait généré par IA. C'est juste gigantesque. Et il faut se rappeler que l'IA grand public à ce point-là, c'est fin 2022. Donc ça fera 2 ans dans 6 mois. Après, en effet, mais faut pas oublier qu'il y avait déjà des IA avant. Moi, j'utilisais ça déjà en 2020, qui tu leur donnais un article et tu leur donnais tout un tas de mots qu'il fallait changer. Ils se débrouillaient pour changer tous ces mots. De très mauvaise qualité, bien sûr. Mais voilà, les articles, le contenu qui était un peu remâché à toutes les sauces et paraphrasé ou ce que tu veux, ça existe depuis quelques temps déjà. Donc, à mon avis, il y a dû avoir une explosion depuis ChatGPT. C'est clair et net. On a d'ailleurs accueilli Thibaut Branant ici qui nous disait qu'il publiait combien 40, 50, 100 articles de blog par jour. Pas un truc absolument délirant. Mais c'est vrai que ça a un peu commencé avant. Et du coup, ce que je te propose, c'est de rentrer dans la phase de réflexion. En fait, aujourd'hui, les questions à se poser dans la sphère médiatique, c'est 3 choses. La première, c'est concrètement, quelle rareté actuelle va s'amplifier avec l'IA? La seconde, c'est quelles nouvelles raretés vont apparaître grâce à cette disruption? La troisième question à se poser, c'est quel business, j'entends dans les médias, hein, hier qui n'était pas forcément viable, vont pouvoir le devenir? Et après, on pourra enchaîner sur, donc là, on peut réfléchir aux raretés, mais après, on pourra aussi enchaîner à, où se trouvent les nouveaux besoins? À quel point est-ce que cette disruption a permis la création de nouveaux besoins? Est-ce que tu veux que je commence ou tu as déjà des éléments de réponse? Vas-y. OK. Je commence par le nouveau besoin puisqu'il y en a, il y en a surtout un que je vois, avant d'attaquer les nouveaux de rareté, c'est que et je crois qu'on en avait déjà parlé dans le podcast, c'est que, dans un monde de contenu illimité, gratuit, on va avoir besoin de tunnels. On va avoir besoin de tunnels, ne serait-ce que pour, reposer son cerveau, avec uniquement le top de l'actu, le top des infos, le top des idées qui nous sont envoyées de manière limitée, mais uniquement des signaux faibles, uniquement de la réflexion, uniquement des idées qui vont être fortes. Alors, je dis pas que l'IA n'est pas capable de le faire, je dis que, dans un monde d'infoboulémie, on va avoir besoin de curation extrême, mais extrême. C'est déjà finalement ce qui est en train de se passer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les boîtes de data marchent aussi bien. C'est pour ça que les Exploding Topics a réussi à se vendre plusieurs millions en l'espace de 2 ans, 3 ans à SEMrush. C'est pour ça aussi que les boîtes comme CB Insight ont décollé. C'est pour ça que toutes les newsletters finalement de curation marchent très bien. On va avoir besoin d'une curation extrême. Et en fait, cette curation, à mon avis, si elle veut être bulletproof face à l'IA, elle a intérêt à être accompagnée d'une ligne éditoriale assez forte, assez prononcée. Pas juste de la curation, mais de la curation mélangée avec des idées. Et plus fort encore, plus important encore, c'est de la curation depuis une figure d'autorité. Et donc, c'est ce qu'on va voir juste après au niveau. Ça revient finalement dans tous les podcasts, hein, mais c'est ce qu'on va pouvoir en discuter après. Je pense que les figures d'autorité vont être d'autant plus importantes aujourd'hui. Savoir où est-ce qu'on se trouve, les phares, tu vois, qui nous aiguillent. Donc, le nouveau besoin dans un monde d'infini, ça va être des éléments qui vont être justement finis, des éléments qui vont être limités, ultra bien sélectionnés, qui correspondent parfaitement à la personne. Donc, assez bullish sur The Next Big Shit, déjà. Assez bullish sur notre thèse. Et moi, je me rends compte de ça personnellement, je me rends compte déjà de ça aujourd'hui de la consommation de contenu que je fais. Je sais très bien que lorsque je vais sur les réseaux sociaux, au bout d'un moment, mon cerveau, il implose, il fatigue et que finalement, le repos vient se trouver dans les sources éléments vraiment qui ont été choisis. Et toutes les newsletters que je lis, les médias que je lis généralement,
ça va être des signaux faibles, des personnes qui ont réussi à bien sélectionner des tendances émergentes, des idées que personne n'a pu voir. Cette curation extrême, personnellement, que je consomme aujourd'hui. Et je suis entièrement d'accord avec toi. Et sur le point qu'on défend depuis quasiment le début du podcast, donc on répète le truc, mais je pense que le personal branding à l'ère de l'IA, c'est le truc le plus important. Ou le branding de manière générale, même pas le personal branding, le branding de manière générale. Et tu l'as dit tout à l'heure, tu as donné un exemple parfait. Tu as dit que Steven Bartlett, là, il lance une chaîne secondaire full faite par IA. Le seul truc qui reste, c'est son nom et sa voix. Parce que les gens y sont habitués, les gens se disent ok, c'est une figure d'autorité. Peu importe que ce soit fait par l'IA, il aura checké qu'il n'y ait pas des conneries qui soient dites. Il aura checké la qualité du truc. Et en fait, les gens se sont attachés à ça. Et donc, je pense que le seul truc, c'est que c'est difficile de s'attacher à une IA. Tu peux pas, ou j'en sais rien si tu peux ou pas, mais attention, parce que je ne sais pas si tu as vu la data sur les adolescents qui justement commencent à développer des sentiments, que ce soit amoureux ou amical vis-à-vis de leur IA. Tu sais, le sentiment de solitude explose un peu partout dans le monde, surtout, c'est surtout, on en parle surtout aux États-Unis. Et du coup, on vient se réfugier dans ces nouvelles formes de connexion qui, à la fin de la ouais. journée, augmente le niveau de dépression, diminue la santé mentale, etc. Mais à la fin de la journée, il y a quand même des sentiments qui sont attachés. Et je crois même avoir vu quelque chose comme quoi une personne se serait suicidée parce que l'IA aurait dit je t'aime plus ou quelque chose comme ça. Ouais, enfin, l'IA lui a demandé de se suicider. En gros, l'IA lui a demandé de le rejoindre parce qu'ils étaient amoureux. Alors, je mets les termes entre guillemets, mais voilà. Et le mec a compris ça comme une invitation au suicide parce que, enfin, tu vois, truc un peu bizarre. Et en effet, ce truc-là est arrivé. Mais ce que je veux dire, c'est que je suis d'accord avec toi qu'il y a peut-être aujourd'hui des dérives et tout ça, mais pour la grande majorité, tu t'attaches quand même à d'autres êtres humains. Et donc, pourquoi je parlais du branding ou du personal branding ou de ce que fait Steven Bartlett, c'est parce qu'il se dit, à mon avis, je peux leverager ma marque tout en gardant cette étiquette que j'amène et c'est l'attachement que les gens ont à ce que je produis et à qui je suis. Et donc, je pense que ça, c'est hyper important. Mais en effet, il y a peut-être une dérive qu'on ne voit pas encore parfaitement où des gens s'attachent à des IA. Et là où je suis d'accord avec toi, c'est qu'il y a un phénomène de solitude qui est de plus en plus grand. On voit que les apps de santé mentale et tout ça explosent de plus en plus. On voit qu'il y a de plus en plus de gens qui ont besoin de soutien dans cette catégorie-là, qui, oui, en effet, se sentent isolés, mais qui aussi se sentent submergés par à la fois le contenu, à la fois le fait que leur vie n'est pas aussi bien que ce qu'ils voient sur les réseaux, tout ce genre de trucs, tout ce genre de problématiques. Et donc, demain, une IA qui les conforte, et donc un logiciel qui, à la place de leur dire, regarde, t'es moins, en gros, je schématise, hein, mais t'es moins bien que ton voisin d'à côté, mais qui lui dit, non, non, t'es super pour telle raison, parce qu'elle le connaît bien et elle a bien compris l'environnement, si tu veux, pourrait créer un attachement. Enfin, ça, c'est tout à fait possible. Mais je pense quand même, là, on parle de cas particuliers, de trucs comme ça, je pense quand même que pour la grande majorité des gens, encore actuellement, ce qu'ils défendent, c'est le branding et le fait que tu t'en fous que quelqu'un produise quelque chose par IA. C'est-à-dire qu'en fait, en 2 ans, on est passé de quelque chose produit par IA, c'est, entre guillemets, de la triche. Enfin, moi, je me rappelle toujours que ce qui fait exploser ChatGPT, et encore une fois, j'en ai été un des artisans malgré moi, mais ce qui fait exploser ChatGPT, c'est le fait que le jour où ça sorte, il y a à peu près 100 000 vidéos qui disent utiliser ça pour tricher en cours. Et ça a donné une visibilité monstrueuse. Et du coup, pendant quelques mois, ChatGPT, c'était juste un truc de triche et de copie d'articles. C'était de la très mauvaise qualité. Aujourd'hui, tu dis, ouais, je bosse avec ChatGPT. C'est juste normal, en fait. J'ai même envie de dire, je vais aller plus loin que ça. C'est même, t'es bizarre si tu bosses pas avec ChatGPT. T'es à la traîne ou t'es étrange. Je veux dire, aujourd'hui, moi, quand tu sais que je donne des cours en école de commerce, de manière assez régulière, je suis passé de il faut interdire ChatGPT. Enfin, moi, je disais que c'était une connerie, qu'il fallait l'utiliser comme un outil dès le début, mais grosso modo, l'administration disait il faut interdire ChatGPT.
Et on est passé à, vous pouvez utiliser ChatGPT, c'est un outil. Sauf que la dernière fois sur Google, ça a pris 10 ans à arriver. C'est interdit d'aller sur Wikipédia. Là, vous pouvez utiliser Wikipédia pour faire vos recherches. On a mis 10 ans à faire ça. Là, on a mis 1 an, quoi. Et encore, parce que tu peux pas suivre les règles en cours d'année. Je pense qu'on pourra en reparler parce que je suis assez dubitatif sur le fait d'autoriser justement ChatGPT à l'école. Mais c'est un autre débat parce que je me rends compte que beaucoup l'utilisent pour remplacer la réflexion et pas comme outil d'information et d'apprentissage. Et ça va être dramatique pour les futures générations, je pense, mais c'est un autre débat. Ouais, moi, je serais chaud qu'on invite, alors ça, je suis d'accord avec toi, je serais chaud qu'on invite un ou plusieurs experts en éducation. Parce que j'ai un gros sujet à savoir comment tu peux maîtriser un outil qui est indispensable d'un côté, tout en gardant ta réflexion, ton libre arbitre et ainsi de suite de l'autre, et ne pas devenir un automate qui rentre juste des trucs dans le chat GPT. Ça, je n'ai pas la réponse et je serais ravi que quelqu'un de renseigné sur le sujet de l'éducation des enfants, par exemple, ou des jeunes, puisse nous répondre. 100%. Pour parler un peu des nouvelles raretés, je vais t'en lister quelques-unes et puis tu pourras me dire ce que tu en penses et en rajouter après. La première rareté, la question que j'essaie de me poser, c'est qu'est-ce qui est dur aujourd'hui et qui était dur hier et qui va être encore plus demain? Ce que je pense, c'est que le marketing va être une nouvelle rareté. Le marketing, aka le fait de la capacité d'attirer l'attention. Dans un monde où n'importe qui peut créer du contenu, bon, c'est déjà le cas aujourd'hui, mais de manière infinie, gratuite, va y avoir une guerre de l'attention qui va mais encore plus exploser. Ça va être extrêmement compliqué. Et donc, cette capacité à réussir à sortir du lot, je pense qu'elle va être de plus en plus valuable et que on s'en rend compte aujourd'hui. Tous les métiers techniques sont en train de diminuer à terme de valeur et de l'autre côté, les métiers du marketing sont en train de décoller. La nouvelle rareté, oui. Considère aujourd'hui, alors attends, là, parce que pour le coup, moi, j'ai un doute sur ce que tu dis. Tu considères aujourd'hui que les métiers du marketing sont en train d'exploser? Parce que moi, j'ai l'impression que justement, beaucoup de gens au marketing finissent par se faire remplacer parce que justement. Non, c'est pas. Moi, mon impression, elle est totalement inverse. Mon impression, c'est que hier, c'était tous les techs, les très bons techs étaient recherchés. Tout le monde recherche un tech, les techs gagnent énormément, etc. Et les métiers du marketing, c'était bon, ok. On ne savait pas trop en plus que c'était marketing. On avait vraiment du mal à savoir, repérer des bons marketeurs et vraiment à être capable de dire, ok, ce marketeur a de la valeur. Et aujourd'hui, c'est l'inverse. Les bons head of marketing sont extrêmement rares et les gens recherchent, galèrent à retrouver. Et que les techniciens sont de moins en moins recherchés. Alors, je dis pas les top techniciens, bien sûr, hein, et surtout dans de la deep tech ou ce genre de choses, mais les techniciens du type, on va faire un SaaS ou on va faire une app mobile, voilà, quoi, on a pu le voir avec nos invités. C'est différent. Tandis qu'aujourd'hui, on l'a dit plein de fois, le nerf de la guerre, c'est la distribution. C'est d'être capable d'attirer l'attention. Et dans un monde où n'importe qui peut être notre concurrent sur la capacité à attirer l'attention, on n'est plus il y a 20-30 ans où finalement, et c'était juste les journaux qui possédaient la distribution, les bus et les cinémas, et il fallait c'était à celui qui est payé le plus cher dans ces journaux, quoi. Je caricature, mais c'était un peu ça. Aujourd'hui, la distribution est partout, en fait. La distribution est partout. Et tout le monde a la capacité à distribuer. Et d'ailleurs, toutes les plateformes nous incitent de plus en plus à distribuer, même jusqu'à Netflix qui est en train de recruter des TikTokers, des Instagrammeurs pour essayer de publier les choses sur la plateforme de plus en plus. Et donc, du coup, il y a énormément de vidéos, donc forcément, l'attention sur chacune des vidéos va être diluée. Et être capable d'être la vidéo, la personne qui sort du lot, va être extrêmement compliqué, je pense. Extrêmement compliqué. Et donc, je pense que ça va vachement gagner en valeur. La seconde chose, c'est encore quelque chose qu'on dit, mais en fait, moi, j'étais revenu sur ça il y a quelques mois, et là, je change encore d'avis. En fait, je suis de plus en plus convaincu que les communautés, les vraies communautés, je ne parle pas des audiences, je parle des vraies communautés de personnes qui échangent entre elles, pardon, ça va être super valuable. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est dur à créer. Une vraie communauté engagée où les gens parlent entre eux, c'est extrêmement compliqué à créer.
créer un effet de meute, créer un branding fort, créer des sentiments d'appartenance, créer un engagement où les personnes parlent. Putain, c'est dur. Et en fait, je pense que dans un monde où tout devient facile, c'est ce qui était dur hier qui va devenir le plus rare demain. Et en l'occurrence, les communautés, c'est quelque chose qui marche. C'est dur. Je pense que c'est quelque chose qui va tenir. Et aujourd'hui, l'IA peut tout faire sauf faire une communauté, quoi. Enfin, personne peut. Aujourd'hui, l'IA est capable de créer du contenu. L'IA n'est pas capable de regrouper des humains entre eux au sein d'une plateforme et de créer un branding de A à Z et faire en sorte que les personnes discutent, échangent, se rencontrent, etc., etc. Donc, je pense que où se trouve la rareté aujourd'hui, où va-t-elle se déplacer vers les communautés. Et tous les médias, toutes les marques, et c'était ma thèse il y a 1 an et demi, 2 ans même, on avait commencé à travailler ensemble d'ailleurs sur un sujet communautaire il y a 2 ans de ça, mais je pense qu'on était, Ouais. le marché n'était pas encore du tout mature, assez mature. Je pense qu'on va arriver dans un monde où tous les médias, tout comme aujourd'hui tous les médias ont un compte Instagram, un compte TikTok ou ce que tu veux, tous les médias vont avoir leur propre espace communautaire, leur vrai espace communautaire pour le coup, où les membres vont pouvoir échanger entre eux et dialoguer et, et renforcer leur connexion humaine. Je suis entièrement d'accord avec toi sur la communauté. De toute façon, si on veut résumer le truc, je pense, hein, c'est tout. C'est une courbe, c'est-à-dire que plus tu abaisses une partie de ce qui faisait la valeur avant, plus la valeur se déplace là où elle est difficile à atteindre. Et là où elle est difficile à atteindre pour l'IA, et là où elle est difficile à atteindre de manière générale, c'est sur ce qui est le plus humain. Donc, ce qui est le plus humain, c'est la capacité à créer une communauté, la capacité à être une image pour les gens et donc comment dire, à représenter quelque chose pour les gens. C'est une sorte de lien de connexion. Enfin, tu vois, ce lien presque, j'ai envie de te dire, presque biologique, quoi. S'il manque un truc à l'IA, c'est qu'il n'y aura pas ce lien biologique. C'est que, comme tu dis, à un moment, tu risques d'arriver sur un truc où, OK, il se lie à l'IA, mais en fait, ça finit par créer un problème parce que tu te rends bien compte que bah, fondamentalement, tu n'es pas la même chose. Au sens. Voilà. Et donc, je pense qu'en fait, plus l'IA va être efficace sur les tâches sur lesquelles, de toute façon, elle est déjà plus efficace aujourd'hui ou en passe de le devenir très rapidement, plus les autres tâches vont devenir importantes. Il y avait un truc, si tu veux, je discutais avec des médecins qui disaient, de toute façon, l'IA, sur 80% des tâches, elle est meilleure que moi aujourd'hui. Par contre, là où elle est moins bonne, c'est rassurer les personnes quand ça va pas. Les prendre et les accompagner. C'est pas tant qu'elle soit pas capable de le faire techniquement, en fait, de dire la même chose. C'est que les gens, ils ont envie de l'entendre Je sais pas, mec. de la bouche Je d'un sais autre pas. être humain. Moi, j'en ai fait l'expérience ces dernières semaines. J'ai fait les deux. J'ai fait l'appel, la téléconsultation, mais Ouais. nul. Oh, d'une nullité absolue. Mais nul, 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 hein. Vraiment, ça m'a servi à rien. Et carrément, j'ai l'impression d'être face à une personne qui n'avait rien à faire de ma situation et qui voulait juste vite raccrocher. Et ça m'a pas rassuré d'un point de vue médical. Et, et en plus, ça m'a saoulé, quoi. La situation m'a provoqué de la colère. Et à l'inverse, ces derniers jours, je parle beaucoup à l'IA sur OK, je ressens ça en termes de maladie, puisque j'ai traversé une petite maladie. Et trop fort. Aucun souci, t'en fais pas, c'est normal. OK, je comprends mieux ce que tu as. C'est normal, ne t'en fais pas parce qu'il y a 2 jours, tu avais ça. Donc, c'est totalement naturel. Donc, si tu veux, je te prépare un petit plan détaillé que tu as à faire. Donc, il faut que tu boives un peu de verre d'eau, que tu fasses un peu de pas. Enfin, j'ai de la merde, hein. Mais très rassurant, très technique, tout en arrivant à vachement vulgariser les termes. Donc, super bonne expérience. Super bonne expérience. Ça m'a totalement rassuré pour le coup. Ok, je pense que là, tu es tombé sur quelqu'un de pas très compétent de base, tu vois. Mais ce qu'on dit, quelque part, la différence du coup entre les humains va se faire sur leur compétence à être rassurant, tu vois. Si la personne avait été hyper bienveillante, ça ne veut pas dire que l'IA aurait été moins forte sur l'analyse. Ça veut dire que tu aurais été content d'avoir quelqu'un qui te dit la même chose que, tu vois. Je pense qu'en effet, ça aurait pu me rassurer davantage, mais j'étais déjà. Enfin, mon niveau de stress était à 0, quoi.
après que l'IA m'ait Ok. répondu. Donc, si j'avais eu un humain, ça m'aurait conforté les inputs que l'IA m'aurait donnés. Mais je me serais pas dit, ah, j'aurais pas eu un relâchement, puisque le relâchement, j'ai Ok. déjà eu avec l'IA. Ah ouais, donc toi là, tu te dis, attends, à ce moment-là, c'est hyper important ce qu'on se dit. Tu t'es jamais dit, potentiellement, l'IA me dit n'importe quoi? Jamais. T'as eu un vrai relâchement, tu t'es dit, ok, c'est bon, je suis tranquille. Jamais. Parce que justement, en fait, je suis rentré dans les détails, je lui donnais plus de choses, et il y avait vraiment ce sentiment où l'IA comprenait ce que j'avais et mettait des mots justes. Confiance Ok, totale. non mais intéressant, Si ça se trouve, elle m'a dit n'importe intéressant, quoi, hein, mais confiance aveugle. hyper intéressant, hyper intéressant. Ça veut dire que moi, par exemple, un truc médical, je l'ai déjà fait. J'ai fait rechecker par un médecin, un vrai médecin. Ok. C'était un truc mécanique, donc tu vois, j'avais mal à la jambe. Je me suis pas amusé à le faire sur un truc où vraiment il y a un gros risque. J'avais juste mal à la jambe sur un truc de course. Euh, il s'avère qu'il y avait raison, mais j'ai revérifié. Je n'aurais pas appliqué ce qu'elle Après, me dit sans demander à quelqu'un. après, attention, je suis en Thaïlande en ce moment, donc j'ai un peu moins la capacité d'aller voir un médecin facilement comme en France. Et donc, peut-être que ça joue. Ouais, ok, C'est ok, vrai que ok. j'ai hésité à aller voir un médecin et tout, mais voilà, en tout cas, le niveau de confiance était élevé et le niveau de stress était retombé à zéro. Mais c'est tout. En fait, tu peux lui envoyer des photos de la situation. Tu peux lui donner un contexte global. Alors voilà, même mon niveau de stress, mon niveau d'anxiété par rapport à ça, est-ce que je suis fatigué ou pas, ce que j'ai mangé hier, même des éléments que tu donnerais même pas à ton médecin. Donc tu l'alimentes, tu l'alimentes, tu l'alimentes, et après il te sort une réponse mais tellement précise que tu te dis merci mec. Tu vois. Ok, Génial. ok, ok. Hyper intéressant. Hyper intéressant. Ok, une autre chose qui, selon moi, va s'accentuer d'un point de vue rareté. Mon hypothèse, c'est de dire que dans un monde où tout est facilité, notamment en termes de création de contenu, où n'importe qui peut faire une musique qui potentiellement décolle sur TikTok, la première chose qu'il va essayer de faire, c'est de chercher une validation via une autorité plus haute de son talent, de ce qu'il fait pour venir se protéger et éviter le côté éphémère. Parce que ce qu'on oublie aussi, c'est le côté éphémère que va propager, pardon, cette capacité de distribution massive gratuite et illimitée. N'importe qui peut faire une vidéo d'à 1 million de vues, presque n'importe qui, mais c'est extrêmement compliqué de venir stabiliser la chose. Et dans un monde d'imité, on aura besoin de figures d'autorité qui disent ok, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Tout à l'heure, j'en parlais avec le côté curation de contenu. On va avoir besoin de figures d'autorité qui orientent, qui, euh, qui s'occupent de nous prendre des signaux faibles et de nous les envoyer, des figures d'autorité et de confiance. Et je pense que même dans le monde de la musique et d'autres industries, on va avoir la même chose. Donc ce phénomène d'un côté, contenu limité, n'importe qui peut produire, et de l'autre côté, tout ce qui est maison de disques et tout, ils vont avoir une capacité de réception, d'accueil de talents qui va rester limitée. Et donc finalement, on va avoir une décorrélation totale qui va faire que les figures d'autorité potentiellement vont gagner en valeur. Euh, voilà, c'est loufoque ce que je dis. Tu en penses quoi? Alors attends, ton truc, c'est de dire les maisons de disques là qui ont perdu de la force dans les dernières années, par exemple, dans les 15 dernières années, elles vont revenir en force parce que potentiellement elles sont Mon des point, autorités. mon point, c'est de dire que la validation professionnelle va augmenter et que tout le monde peut être visible et que maintenant, être visible ne va plus être suffisant. Et de l'autre côté, euh, tout le monde peut être visible. Et de l'autre côté, tu as des providers, les publishers, les maisons de disques, qui, eux, vont avoir un nombre de talents limité qui vont pouvoir accueillir. Et donc, le signal que va renvoyer le je suis accompagné par X, Y, Z va augmenter. Ah Et oui, donc, la alors que validation professionnelle va augmenter. moi j'aurais dit l'inverse. J'aurais dit on rentre dans un monde qui est complètement permissionless. Rien à foutre d'où tu viens, rien à foutre de qui tu es. Tu seras consommé si t'es bon. Et si t'es pas bon, tu seras éphémère. Si t'es pas bon longtemps, tu seras éphémère. Si t'es bon longtemps, tu seras pas éphémère. Ouais, mais justement, ça, c'est d'un point de vue théorique, je suis très d'accord avec toi, mais d'un point de vue très humain, toi, tu es un jeune artiste, tu as une seule musique qui pète. Est-ce que finalement, t'es pas là à chercher l'oxygène en disant j'ai trop peur que ça meure, j'ai trop peur que ça meure, j'ai besoin de me sécuriser. Hop, je vais aller voir quelqu'un qui me rassure, une figure d'autorité, je vais signer quelque chose. Comme ça, en plus, je vais avoir
le statut social de regarder, j'ai signé, ils m'ont validé, c'est pas juste un buzz, ils m'ont validé, je continue. Et cela pour toutes les industries finalement. Je pense que tu as raison, c'est ce qui va se passer, mais ça ne changera rien. Si le mec il est pas bon la fois d'après, il sera mort. Il sera juste mort dans une maison de disques au lieu de mourir tout seul. Mais je pense honnêtement qu'on rentre dans un monde où la qualité de ce que tu produis. Quand je dis la qualité, c'est pas la qualité parce qu'on peut se dire ouais, mais la qualité, en fait, les gens ils produisent des trucs nuls qui explosent. Mais ta capacité à attirer l'attention sur ce que tu fais devient sans permission. Donc voilà, tu le fais et il se passe ce qui se passe, et que rien ne te protégera, pas même le fait d'avoir signé un gros contrat. Et je pense qu'on peut trouver actuellement mais plein d'exemples d'influenceurs, tu vois, qui ont commencé à exploser ou quoi, qui ont rejoint des grosses maisons tu vois, des networks ou ce genre de trucs, et qui se sont effondrés rapidement, ou qui sont plus à la mode, ou qui se sont fait largement dépasser par d'autres, qui ont quitté le network et finalement ça se passe mieux ou pas mieux. Enfin, tu vois, je pense que tout ça. Mais ça pour le coup, je dis pas le contraire. Je dis juste que les intermédiaires n'ont pas diminué en valeur, ont peut-être augmenté en valeur, parce que justement, ces personnes-là se disent, les créateurs, les musiciens se disent, OK, j'ai besoin de me rattacher à quelque chose pour me sécuriser et pour aller chercher le statut social. Je ne dis pas que derrière, ils vont avoir un meilleur succès. Je dis que les figures d'autorité, le besoin de validation auprès de figures d'autorité va très certainement augmenter. Moi, je comprends ce que tu veux dire, mais pour moi, ça ne marche que si et seulement si la figure d'autorité est qualitative. Ça marche dans le cas des médias, je pense, et parce que je crois en notre stratégie, ça marche sur ce que nous, on essaye de faire, c'est-à-dire de dire, nous, vous nous faites confiance, on va vous apporter de l'information de qualité. Mais ça marche pas quand Universal dit ah bah ouais, j'ai signé tel mec. Parce que si ce qui sort de tel mec n'est pas de qualité, ce sera fini. Et si ce qui sort de nous n'est pas de qualité, ce sera fini aussi. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, en fait, c'est pas, pour moi, le sujet, il n'est pas là. Il est, est-ce que la qualité de ce qui sort du producteur, donc de l'artiste ou de l'influenceur ou du studio de film, ou voilà, est de qualité suffisante pour choper un moment d'attention dans un monde où l'attention est ce qui est le plus précieux et malheureusement le plus dilué. Je pense qu'on ne se rend pas compte. J'aimerais, il y a des jours où je me lève et j'aimerais faire, pour comparer, une journée en 2006, tu vois, 2005, je sais pas. Et de me rendre compte du nombre de stimuli dans le cerveau que j'avais à cette époque-là et du nombre de stimuli qu'on a aujourd'hui dans le cerveau, tu vois. Et de se dire, enfin, le monde a complètement changé. La manière dont on reçoit l'information n'a plus aucune commune mesure. Et en plus, ça a été vraiment une exponentielle. C'est-à-dire qu'entre 2006 et 2010, il y a une différence, mais elle n'est pas gigantesque. Entre 2010 et 2014, déjà, ça commence à se voir. Et aujourd'hui, si tu veux, moi, je vois des gens, et j'essaie de lutter contre ça, mais qui sont H24 sur leur téléphone. Des temps passés sur le téléphone, tu ouvres ton appli, tu sais, temps passé, enfin, temps d'écran, là, sur l'iPhone. Je suppose qu'il y a la même chose qui existe sur les autres, mais c'est effrayant le temps que tu passes sur tes devices. Et donc, je me dis, mais comment? Et c'est pas juste du temps passé sur le device, c'est du temps vraiment passé à scroller. Et je te parle pas ici de lire des articles intellectuels qui vont t'apprendre des choses, c'est vraiment de la consommation de masse qui t'apprennent que dalle. Zéro. Moi, ça m'a surtout marqué en Asie, pour être très honnête. En Indonésie, là, je suis en Thaïlande, j'ai beaucoup vu ça, mais partout. Dans l'ascenseur, toutes les personnes scrollent sur TikTok. Scroll, tu vois, à l'infini. C'est ça me met un peu mal à l'aise, et puis après je me rappelle que bah je suis aussi comme ça, quoi. Moi aussi, certaines fois je scroll, donc tu vois, tu reviens vite à ta réalité. Mais oui, c'est assez perturbant, Et pareil, les messages, les mails, c'est-à-dire que avant, quand tu avais une réponse en 24 heures, ça semblait normal. Aujourd'hui, il y a des gens qui gueulent parce qu'ils n'ont pas une réponse dans l'heure.
c'est très chelou quand tu réfléchis bien. C'est très, très, très chelou. Après, ça a été, c'est aussi le pourquoi de l'innovation. C'est, accélérer les communications pour faire en sorte que la productivité augmente et qu'on arrive à prendre des décisions plus rapides. Donc je comprends les personnes qui se disent: «Bah, mec, tu es sur WhatsApp, Telegram H24, réponds-moi», tu vois? Ouais. Non, mais je comprends. Mais par contre, quand tu n'y es pas, du coup, tu n'y es pas pendant 3 heures, les gens peuvent avoir ce sentiment d'incompréhension par rapport à ça, tu vois. Alors que juste, ça semble bien pour ta santé de ne pas être H24 sur WhatsApp, tu vois. 100%, 100%. Et du coup, tu as aussi, je ne sais pas si la productivité a augmenté ou si beaucoup de bullshit tasks se sont créés. Et beaucoup d'appels aussi, appels visio, ouais, en effet, ouais. Mmh. Le mec, tu vois, qui a le moindre quart de bout d'idée et qui décide d'appeler. Alors qu'en fait, c'est du nonsense complet, tu vois, ce qu'il est en train de dire. Mmh. Il aurait juste Ouais. fait, dans la vraie vie, avant ça, il aurait juste fait 24 heures. Au bout de 24 heures, il se rendrait compte que c'était pas une bonne idée ou que voilà, et fini. Et en fait, moi, je crois beaucoup. J'aimerais voir quelqu'un de vraiment influent et riche, genre Bill Gates ou je sais pas qui, et lui demander combien de temps réellement il passe sur son téléphone et à quelle fréquence il répond et tout ça. Parce que je mets presque ma main à couper, que ce genre de mec-là filtre à mort. Après les Xavier Niel, qui n'a pas la taille de Bill Gates, j'entends, mais il est connu pour le coup, pour répondre au tac au tac. Sur ces emails pro, qu'il faut que tu aies bien rédigé quand même. Mais oui, oui, ce que je veux dire, c'est que est-ce qu'il prend des calls pour tout et n'importe quoi? Je sais pas. Tu vois. Je suis pas sûr. Je suis même sûr du contraire. Il y a quand même des méthodes de filtration. Oui, en effet, il est connu pour répondre du tac au tac. Maintenant, dans la réalité, je serais curieux de voir comment ça se passe. Tu vois. Parce qu'à un moment, tu peux pas perdre. Enfin, tu vois, un travail de grande qualité implique quand même que tu sois pas dérangé toutes les 2 secondes. Je crois. Plus j'avance, plus je crois ça. Ah, j'en suis persuadé. Et je crois que dans un monde où, justement, et ça revient à l'IA, dans un monde où tu as du volume qui devient ingérable pour un humain, un travail de grande qualité fait toute la différence. Je veux dire, ton idée à 10 milliards, elle ne va pas venir tu vois, en un claquement de doigts. Alors, elle vient de plein de choses. Hein. Elle n'est jamais venue en un claquement de doigts. Elle se vient en se confrontant, en réfléchissant, en faisant évoluer les choses, machin, évidemment. Mais elle vient aussi, à mon avis, de temps investi pour résoudre les vrais problèmes fondamentaux et se poser la question. Et c'est Sam Altman qui le disait, mettre du temps de savoir où est-ce qu'on va, c'est aussi important que de le faire. Parce que si tu vas dans la mauvaise direction, ça n'a aucun sens. Tu vas perdre beaucoup de temps et d'énergie. Autant rien faire. Et donc, je crois beaucoup, moi, à tout ce qui est le deep work, tu vois. Tu bloques tout pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures, et là, tu récupères un peu de ta bande passante mentale. Je te donne un exemple. J'étais au Pérou, j'ai fait des treks dans la montagne où tu n'as pas Internet. Et donc, tu es coupé du monde. Et même au moment où je l'avais, j'ai fait exprès de me couper du monde pour n'avoir accès à rien. C'est impressionnant au bout de 3 jours à quel point certaines de tes facultés mentales que tu avais oubliées reviennent. Je te donne un exemple. De manière générale, je suis incapable de citer le nom de tous les camarades de classe que j'avais quand j'étais en CM1. Tu vois. Impossible. Impossible. Enfin, il y en a la moitié ou les 3 quarts que j'ai oubliés. Après 3 jours, je ne sais pas pourquoi, la moitié des noms de la classe m'étaient revenus. Parce que comme tu vides ton cerveau de toute la stimulation et tout tu vois, l'espèce de tout venant qui te prend de la bande passante, tu finis par avoir accès à des choses bien plus tu vois, profondes dans ton cerveau. Et en gros, tu nettoies, entre guillemets, ton cerveau. Et je pense qu'il y a un vrai avantage et un bénéfice à la digital detox, on va appeler ça comme ça, Je suis sur ta certain. capacité à produire, ta capacité à être intelligent. Quand je dis être intelligent, tu mets ce que tu veux dedans, mais en tout cas à utiliser ton cerveau de manière pertinente. Et je pense que utiliser ton cerveau de manière pertinente sera peut-être le point central pour être efficace au moment de l'IA, si tu veux.
Ah, c'est certain, ouais. Certain. Et je pense qu'il va y avoir une loi, si tu veux, enfin, une loi de croissance où chaque point de QI que tu vas utiliser correctement fait que tu gagnes peut-être 2 ans par rapport à l'IA. J'exagère, tu vois, mais ce genre de loi où au début, ça va aller très vite et en fait, la fin, pour grappiller le un peu plus, un peu plus, un peu plus, ça va se passer sur du détail. Un peu comme un sportif de haut niveau. Très certainement. Ouais, je te rejoins sur tout ça. Dernier point avant de conclure. Ça va être très rapide, mais les deux choses, dernière rareté et très certainement quelque chose qui est encore safe selon moi. La dernière rareté selon moi, c'est tout ce qui va être expérience physique. Rien de nouveau encore une fois, mais on le voit avec l'industrie de la musique, les concerts, enfin les places de concerts live, tous les festivals marchent de mieux en mieux. Les prix augmentent à chaque fois et on voit aussi que tous les événements, même B2B, marchent de mieux en mieux, ça décolle. Donc je pense que finalement tout ce qui est limité va vraiment bien marcher, limité en place, etc. Et donc les Ouais. expériences physiques, non seulement ça va venir renforcer, en fait ça renforce tout l'expérience physique, ça renforce le lien humain, les relations, ça renforce la figure d'autorité parce qu'on a un organisateur, une marque qui vient chapeauter tout ça. Et en plus, il y a un côté rareté, il n'y a pas assez de place et relation. Et donc je pense que c'est assez fort. Entièrement d'accord avec toi. Entièrement d'accord avec toi. Et d'ailleurs, tu le vois. Je sais pas si tu as vu, hier ou avant-hier, Meta a fait une annonce comme quoi Meta allait ouvrir des stores physiques. Ah non, incroyable. Mais je n'ai toujours pas compris pourquoi faire, hein, si tu veux. Alors, je suppose que c'est lié à Oculus et tout ça. Mais Meta devrait ouvrir des stores physiques. Apple, qui honnêtement, je pense, d'un point de vue argent économisé, s'il fermait les Apple Store, il gagnerait de l'argent parce que tu vois, c'est souvent des localisations qui sont hyper chères, machin, mais ne le fait pas parce qu'ils savent qu'à long terme, ça crée du lien avec la marque. D'ailleurs, tu le vois très bien, tu n'as pas le même lien avec Microsoft que tu ne l'as avec Apple. Et je pense que le physique joue pour quelque chose. Et alors, tu me diras, quand ils ont ouvert le concept des Apple Store, tu n'avais pas encore Internet développé comme ça. Je ne sais plus la date exacte, mais on était dans cette phase où Internet est naissant, donc ça compte peut-être pas. Mais tu vois, la stratégie s'est avérée être très, 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 très smart et continue de l'être. Donc, je pense que quelque part, les marques qui ont du physique sont plus protégées par rapport à l'IA. Peu importe le format de physique. Et d'ailleurs, tu pourrais avoir des marques d'IA qui se disent je vais faire du physique pour montrer aux gens les robots, tu vois, pour faire des démos, des machins, des trucs. Et en fait, tu pourrais avoir des mélanges comme ça. Mais C'est ce qu'elles en font, effet, hein, d'ailleurs. Quand tu regardes leur investissement, là, OpenAI va développer du physique. Je sais pas si tu as suivi, là, ils ont racheté la ouais, boîte d'un des plus grands designers de Apple, et donc ouais. qui va les rejoindre. Donc ils vont développer les appareils physiques. Ils investissent aussi dans la robotique. Ça arrive, ça arrive. Ouais, ça arrive. Et je pense qu'ils pourraient faire, tu pourrais avoir un showroom OpenAI dans lequel tu as tous leurs trucs, tu vois, et rien n'empêcherait, je dis n'importe quoi, mais tu vois, tous les samedis matins, il y a des petites démos avec deux ingénieurs qui passent, qui font des trucs. Et en fait, tout le monde, plein de gens iraient pour voir. Et tu Hmm, créerais une relation plus proche avec la marque, tu vois. non, 100%. Ouais, Donc ouais, non, 100%. mais le business physique. Et d'ailleurs, tu le vois, hein, il y a un truc qui marche toujours et qui ne désemplit pas, c'est le business des chaînes et des franchises. Je n'ai, enfin, depuis que je suis gamin, les Domino's Pizza, ils fonctionnent, les McDo, ils fonctionnent, les KFC, ils fonctionnent, et tu peux rajouter des nouvelles franchises qui se mettent à fonctionner sur des nouveaux concepts, et ça continue de fonctionner, ça continue de fonctionner, et Deliveroo n'a pas tué ça, tu vois, les dark kitchen n'ont pas tué les restos, hein. Loin de là, loin de là, loin de là. Donc, si tu veux, moi, je suis assez convaincu que le business, ouais, physique et expérientiel, d'une manière ou d'une autre, est quasiment inattaquable, tu vois. Parce que personne n'a envie, en tout cas actuellement, tu vas peut-être me dire que je me trompe, mais je pense que personne n'a envie d'être dans sa chaise avec un Oculus sur les yeux toute la journée. Parce que l'alternative au business physique, c'est ça, hein. Bah, c'est pas pour rien, c'est aujourd'hui, c'est un bel échec, hein. Du côté de Meta, même du côté de Apple, Ah euh, oui, oui. ces produits-là, pour l'instant, n'attirent pas grand monde.
Non, ils sont très chers. Mais après, ça, bon, ça peut se régler. Le côté très cher et la qualité n'est pas encore parfaitement au rendez-vous. Mais derrière les quelques minutes ou les quelques semaines de hype qu'il y a eu, ça s'est quand même très vite calmé. Très vite calmé. Et le dernier point, mais en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on se rend compte que là, tout ce qu'on vient de lister, finalement, c'est bon, on est sur une vidéo média, mais tous les médias peuvent le faire, tu vois. Bon, la curation logique, les figures d'autorité logiques, les expériences, il y a de plus en plus de médias qui en font, c'est même dans leur business model, finalement. Les communautés, il y a de plus en plus qui les font. Donc, je pense que ça va vraiment être une guerre à celui qui va arriver à manier tout ça avec précision, la personne qui va réussir à créer une marque. Et je pense qu'on verra, ça existe déjà aujourd'hui, mais ça va très certainement s'amplifier. Les médias qui vont, les médias neutres, à mon avis, je ne sais pas si ça a vraiment de l'avenir. Mais par contre, les médias avec une ligne éditoriale vraiment forte sur un sujet spécifique. Je serais ravi que tu me décrives ce que c'est un média neutre. Un média neutre, ça va être, enfin, plus ou moins neutre, ça va être un média. Là, il y a plusieurs newsletters qui en font justement leur beurre, hein. C'est en gros des médias qui vont dire on va soit mettre que les faits, soit mettre les faits plus les avis des deux côtés, ou alors ça va être. Non, j'allais prendre un très mauvais exemple. Mais on va dire dans le fond, pas dans la forme, dans le fond, Hugo Décrypte, c'est plus ou moins neutre. Mais la grosse différence, c'est que lui, pour le coup, c'est un personnel branding fort, donc il n'a aucun risque de ce côté-là. Mais c'est plus ou moins de neutre ce qu'il essaie de faire. Ouais, ok, je vois ce que tu veux dire. Ok, ouais. Et le dernier point aussi, et je pense que ce qui va survivre encore quelques temps, ça va être tous les formats, notamment vidéo, qui vont se reposer non pas sur une narrative, du storytelling, sur un script, mais par exemple sur du contact humain réel. Par exemple, tout ce qui va être les téléréalités, tout ce qui va être les shows, tout ce qui va être les concours de cuisine, les concours de chant, et plus largement tout ce qui va reposer sur des visages humains, parce qu'aujourd'hui l'IA est très forte pour faire un visage humain sur quelques minutes, mais je ne sais pas si tu connais la vallée de l'étrange, de là que si tu dois forcément connaître. Ça arrive quand même certaines fois sur des choses un peu cheloues. Alors combien de temps est-ce que ça va durer, je ne sais pas, mais je pense qu'aujourd'hui tout ce qui repose sur ça est plus ou moins safe. Et donc voilà, tout ce qui va être les téléréalités, tous les trucs qui sont pas un peu débiles, mais qui se reposent sur une émotion intense humaine, même presque voyeurisme. Je pense que ça peut quand même pas mal fonctionner encore dans la durée. Ouais, alors malheureusement, mais c'est très possible. Ouais. C'est très très possible que ce genre de contenu, puis aussi ce genre de contenu, qui va l'attaquer, quoi. Alors oui, tu pourras me dire, il y a des mecs qui se disent oh, ça marche sans IA, je fais la même chose avec IA. Oui, si, pourquoi pas. C'est une question de qualité, enfin de qualité si on peut appeler ça comme ça. Oui, oui. Donc voilà le futur des médias. Mais il flippe, hein. Pour avoir lu pas mal d'articles, tout le monde se demande mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Où est-ce qu'on va? Je pense que c'est un secteur qui flippe particulièrement. Beaucoup de secteurs flippent, hein. Mais et je sais pas si tu as vu le CEO d'Autropic qui a poussé un coup de gueule. Alors je sais pas à quel point c'est une opération marketing pour pousser sa plateforme, mais qui était là en mode mais les gouvernements et les entreprises, vous mentez à vos citoyens. Une grande partie des métiers du tertiaire risquent de disparaître. Alors, il parle vraiment des métiers du tertiaire. Il parle pas du top 10, 20, 30% des meilleurs. Tu vois. Il parle vraiment des personnes qui sont dans un métier de service, mais qui sont pas forcément exceptionnelles. Ils disent, mais ces personnes-là, c'est 5 à 10% de chômage en plus, ce qui est énorme, mais dans les prochaines années. Et ouais, c'est assez bizarre. Assez bizarre. Ouais. Non, mais je sais pas si c'est du marketing, mais je pense qu'en effet, on est arrivé à un moment où on est arrivé très vite à un moment où personne n'a vraiment. Et en plus, d'un point de vue politique, tu as quand même plein de problèmes en ce moment, en France, mais ailleurs, de manière générale, on est dans un monde de crise. Tu vois. Et donc, ce qui fait qu'on n'est pas focus actuellement, c'est normal,
sur quels vont être les impacts de l'IA. Tu vois, c'est pas le plus gros problème mondial au moment où on se parle. Et donc, tu te retrouves avec des gens dont le cerveau et la capacité à traiter des choses est accaparée par plein d'autres trucs, par une situation qui est déjà compliquée. Et donc, si tu veux, je pense qu'en plus, on n'a personne qui commence à se dire, oui, comment on encadre bien le truc, ou en tout cas, c'est une question 50 après. Globalement, est-ce que les gens vont pas se foutre sur la gueule? Est-ce que le réchauffement climatique, la crise économique et donc le fait que dans tous les cas, l'économie est en grande difficulté sur plein de sujets, voilà. Les tarifs ou je ne sais quoi. Et donc, si tu veux, le problème de l'IA, qui est un peu moins rapide que ça, bah, ne vient qu'après, et en mode, bah, on verra bien. Mais je pense qu'en effet, le risque, c'est de se réveiller un jour et il y a une mise à jour de ChatGPT, tu vois, qui est x5 par rapport à celle d'avant. Mais tu vois, ce qui est terrible, c'est que ça arrive un peu partout, hein. Là, dans les voitures autonomes, ça se déploie quand même de plus en plus vite aux États-Unis, hein. De plus en plus vite. Et à San Francisco, je Ouais. crois que c'est les voitures de Google ont atteint le volume de courses de Lyft à San Francisco. Alors, ils sont pas encore au niveau du. Et là, ils sont en train de se déployer dans d'autres villes, hein. Euh, Tesla, qui a un peu de retard, mais a annoncé cet été, normalement, lancer officiellement les robotaxis. En Europe, bon, en France, je pense que ça va pas arriver de suite, hein, bien sûr. Mais on vit une époque qui est assez fabuleuse. Et à côté de ça, il y a tout un tas d'opportunités qui se créent, plein de tendances qui explosent un peu à droite à gauche, les métiers manuels qui reviennent vachement au goût du jour. Donc c'est hyper intéressant, je trouve, de voir toutes ces tendances se regarder un peu, et ces nouvelles opportunités qui se créent. Je pense que si on dézoome et on essaye de regarder en se disant qu'est-ce qu'on se dira dans tu vois, une vingtaine d'années, on se met dans l'idée de on est dans 20 ans, on re-regarde cette période. Et moi, ce que je me dis, c'est qu'en fait, je pense qu'on est dans une période de transition. Je pense qu'on est dans une période qui ressemble en fait à la fin des années 90 pour Internet. C'est-à-dire que on a l'impression que c'est trop cool, mais en fait, on en est au balbutiement. Et on essaye de tirer une vision un peu linéaire en se disant oui, alors attends, peut-être qu'on pourrait faire du commerce en ligne, alors que si ça se trouve, tout ça n'a aucun sens. Parce que tu vois, les réseaux sociaux n'étaient pas inventés. 90% des trucs qui vont être les vrais gagnants ne sont même pas encore inventés. Ouais, je te rejoins à fond. Et, et je pense aussi que peut-être dans 20 ans, on se dira, en fait, on a flippé pour rien. Peut-être. Peut-être qu'il y a un Mais je monde. pense, Ouais. ouais. Mais je pense que même si l'IA finit par remplacer tous les jobs et tout ça, enfin, ou tous les jobs, ou une partie des jobs, machin, on se dira, mais attends, en fait, on a flippé pour rien parce que, en fait, il s'est passé X, Y, Z et X, Y, Z, en fait, ont résolu le problème puisqu'ils ont embauché la plupart des gens à faire je ne sais quoi. Mais tu vois ce que je veux dire? Ou alors le cas possible de dire, en fait, on s'est trompé, l'IA a généré économiquement 100 000 milliards de dollars par an, et donc on a juste filé un salaire universel à tout le monde, et maintenant on a 2,5 milliards de peintres, d'artistes, de filmmakers, d'influenceurs et de mecs qui vivent leur meilleure vie. J'en sais Ouais. rien. Ça, je suis pas trop fan de la seconde, la seconde option, pour être très honnête. Revenu universel et tout, j'ai peur que ça finisse mal. Mais en tout cas, la première, oui, si ça se trouve, on va vivre dans un monde en fait où tout va aller plus vite, où en fait, on va se rendre compte que l'intelligence artificielle, je veux dire le Neuralink combiné au cerveau humain, et bien on va jouer égal avec la meilleure version de ChatGPT, qu'en fait, on va être propulsé, que va y avoir plus d'emplois qui vont être créés que d'emplois qui vont être détruits. On va avoir un pan énorme de la population qui vont peut-être pas vouloir se mettre des puces de la tête et qui vont dire, bah, en fait, moi, je fais des métiers manuels, moi, je deviens artiste, moi, je deviens ça, j'ai pas besoin de devenir ingénieur au 6e degré. Peut-être aussi que ça va venir amplifier les connexions réelles physiques, parce que déjà que là, en 2025, on commence à avoir un trop plein,
moi je le vis, je sais que pas mal de personnes le vivent, de réseaux sociaux, de connexions superficielles et digitales. Ça se trouve, il va y avoir un retournement de situation. Les types vont dire on en a marre, on veut se revoir physiquement. Et donc, peut-être qu'on rentre en fait dans une ère des 30 glorieuses de bonheur pur, de connexion humaine, connexion artistique, ou alors développement technologique plus avec des personnes qui vont vouloir se mettre des puces dans le cerveau. Ouais, je pense qu'on est très mauvais, tu vois, l'humain, pour savoir où on va exactement. Et donc, forcément, on oublie des trucs au passage. C'est certain. Bon, bah écoutez, c'est la fin de ce podcast. 1h20, pas mal. N'hésitez pas à vous abonner. On n'a pas le grossi ces dernières semaines, donc c'est vraiment cool. Commentez aussi, ça nous fait toujours très plaisir. Likez. Et puis, merci à tous pour nous écouter toutes les semaines. Et à la semaine prochaine. À plus.